Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre visioconférence ou webinaire. L'objectif de ce webinaire est de vous informer de certaines évolutions essentiellement fiscales qui vont être liées notamment à la loi de finances pour 2021 et on regardera sur cette visioconférence les évolutions spécifiques aux entreprises. Une nouvelle session sera organisée un petit peu plus tard, a priori le 9 mars, qui sera orientée avant tout sur la fiscalité des particuliers. Il s'agit avant tout de pistes de réflexion. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nos équipes répondront avec plaisir à toutes vos interrogations. Pour cette visioconférence, j'ai voulu avant tout que notre jeune équipe, Blandine et Bénédicte, vous expose toutes ces nouveautés. On va regarder dans un premier temps la baisse de certains taux d'imposition. Dans un second temps, vous regarderez les crédits d'impôt et opportunités fiscales pour l'entreprise. Enfin, dans une troisième partie, on verra les impacts futurs à prévoir dans l'organisation des entreprises. Pour l'instant, je cède la place à Blandine qui va vous parler notamment de la baisse de certains taux d'imposition. À toi, Blandine. Bonjour à tous. Donc, commençons dès maintenant avec la baisse de certains taux d'imposition. Certains taux d'imposition et notamment le taux d'IS qui continue son évolution progressive à la baisse, donc depuis plusieurs années maintenant, pour atteindre d'ici 2022 un taux global de 25%. En 2020, pas d'évolution particulière pour la plupart d'entre vous. Le taux réduit de 15% est toujours applicable jusqu'à 38 120 € de bénéfices. Ensuite, s'applique toujours le taux normal de 28%. Ce qui nous donne donc pour un exemple d'un bénéfice imposable de 50 000 €, un impôt à payer de 9 044 €. Bien sûr, si votre chiffre d'affaires est supérieur à 7,63 millions d'euros, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas bénéficier de ce taux réduit. La vraie évolution à la baisse, continuer vers un taux global de 25% en 2022, opérera à partir de 2021. Nous aurons toujours un taux réduit de 15% jusqu'à 38 120 €, puis cette fois-ci un taux normal de 26,5%. Cette fois-ci, les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 7,63 millions d'euros pourront quand même bénéficier du taux réduit. Si nous prenons notre exemple d'un bénéfice imposable de 50 000 €, cette fois-ci, l'impôt à payer s'élèvera à 8 866 €, soit une économie d'impôt de 178 €. Et enfin, en 2022, le taux normal donc, sera de 25%. En résultera pour un bénéfice de 50 000 € un impôt à payer de 6 888 € cette fois-ci, soit une économie d'impôt par rapport à 2020 de 356 €. Continuons avec les baisses de taux d'imposition avec la CVAE et le plafond de la CET. On va commencer par quelques petits rappels. Qu'est-ce que la CVAE? La CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Elle est calculée en appliquant un taux qui était historiquement compris entre 0 et 1,5% à la valeur ajoutée de l'entreprise pour l'exercice. La CET, quant à elle, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée de la société. Elle correspond à la CVAE plus la CFE, donc contribution foncière des entreprises. La CET était jusqu'à présent plafonnée à 3% de la valeur ajoutée. À partir de 2021, elle sera plafonnée à 2% de cette même valeur ajoutée. Parlons donc un peu plus de la CVAE. À partir de 2021, le taux d'imposition de la CVAE va être divisé par 2. Pour tout, quel que soit le montant de la valeur ajoutée générée par l'entreprise, en résulte un montant de la cotisation minimale lui aussi divisé par 2, passant de 250 € à 125 €. Donc, pour rappel, la cotisation minimale s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €. De la même manière, pour ceux qui sont assujettis aux acomptes de CVAE, le seuil pour
à partir duquel les acomptes se déclenchent, donc était jusqu'à présent de 3 000 € et sera maintenant de 1 500 €. On va passer à un petit exemple pour illustrer ça. Prenons une entreprise avec un chiffre d'affaires de 900 000 € et une valeur ajoutée de 625 000 €. Son taux d'imposition, dont je vais vous épargner le calcul, était de 0,08% en 2020, soit une CVAE à payer de 500 €. En 2021, ce même taux sera de 0,04%, soit une CVAE à payer de 250 €. Et je vais laisser la parole à Bénédicte pour vous évoquer les crédits d'impôt et les opportunités fiscales pour l'entreprise qui en résultent. Bonjour à tous. Donc, dans cette seconde partie, comme le disait Blandine, nous allons traiter les crédits d'impôt et opportunités fiscales pour les entreprises, avec tout d'abord le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des PME. Donc, il s'agit bien, donc ce crédit d'impôt sera pour les TPE et les PME, ce qui sous-entend les entreprises qui ont moins de 250 salariés. Il faut qu'elles soient propriétaires ou locataires de bâtiments achevés depuis plus de 2 ans. Les dépenses qui sont concernées, ce sont des dépenses qui ont été engagées ou qui seront engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. L'engagement s'entend par le devis signé. Il s'agit de dépenses de rénovation énergétique, ce qui sous-entend de l'isolation thermique, de toiture, de combles, l'installation de chauffe-eau solaire, de pompes à chaleur, de ventilation mécanique, de chaudière biomasse, etc. Pour une liste plus détaillée, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il faut que ces travaux aient été réalisés directement par l'entreprise auquel ils ont été confiés. Il s'agit bien entendu de la fourniture et de la pose. Donc, ce crédit d'impôt sera égal à 30% du prix hors taxe des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des certificats d'économie d'énergie que vous auriez pu percevoir. Il est plafonné à 25 000 € et il est bien sûr imputable sur l'impôt sur le revenu ou l'IS dû au titre de l'année civile. Et s'il y a un excédent, celui-ci sera restitué. Et pour petite précision, il entre dans le cadre des aides de minimis. Donc, à titre d'exemple, s'il y a des dépenses qui sont engagées le 31 janvier 2021 pour des travaux d'isolation thermique, pour 15 000 € TTC, ce qui fait 12 500 € hors taxe. J'ai un crédit d'impôt qui est égal à 12 500 fois 30%, soit 3 750 €. Mon entreprise clôture le 31 décembre. Alors, le crédit d'impôt est imputé sur l'exercice qui clôture le 31 décembre 2021. Mon exercice clôture le 31 mars. Le crédit d'impôt sera imputable uniquement au 31 mars 2022. Donc, autre crédit d'impôt, le crédit d'impôt au profit des bailleurs qui abandonnent des loyers dans le cadre du Covid. Donc, on a beaucoup entendu parler. Contrairement à ce qui avait été annoncé, ce crédit d'impôt sera finalement que de 50% du loyer de novembre 2020 abandonné uniquement. Donc, il est pour qui? Il est pour les bailleurs, qui sont soit personnes physiques, oui, ou personnes morales, par exemple des SCI, etc., qui consentent un abandon du loyer du mois de novembre 2020. Donc, les conditions. Le locataire, il doit avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public ou exerce dans un secteur particulièrement touché par la crise. Il s'agit de fameux secteur 1, qui a été publié par décret, qui concerne principalement l'activité de tourisme, d'hôtels, cafés et restaurants. Il faut que l'entreprise ait moins de 5 000 salariés. Il ne faut pas qu'elle ait été en difficulté au 31 décembre 2019 ou en liquidation au 1er mars 2020. Et donc, cet abandon de loyer peut être consenti jusqu'au 31 décembre 2021.
Autre crédit d'impôt qui est touché par les nouveautés, le crédit d'impôt recherche et innovation. Donc, pour rappel, ce crédit d'impôt bénéficie aux entreprises qui font des travaux de recherche et développement. Donc, la base de ce crédit d'impôt est une somme de dépenses engendrées dans le cadre de la R&D, en particulier les dépenses de personnel, soit du personnel qui serait interne à l'entreprise, soit du personnel externe, en particulier confié à des organismes publics ou privés. Et il faut savoir que jusqu'à maintenant, dans cette base du crédit d'impôt, les dépenses confiées à des organismes publics étaient prises en compte pour le double de leur montant. Et donc, ce ne sera plus le cas à partir du 1er janvier 2022. Et donc, finalement, que ces travaux soient confiés à des organismes publics ou privés, il n'y aura plus de différence. Autre dispositif, le suramortissement des véhicules peu polluants. Donc, c'est un dispositif qui existait déjà, qui est prorogé. Donc, c'est un suramortissement fiscal qui permet de déduire un amortissement majoré entre 20 et 60% en fonction du poids du véhicule. Si le véhicule a un poids total en charge, donc il faut que le véhicule ait un poids total en charge de 2,6 tonnes, au moins, qu'il utilise des énergies considérées comme peu polluantes, c'est-à-dire en détail, j'ai du GNV, GNL, bio-GNV, bio-GNL, ED95 avec plusieurs précisions. Enfin, pour une liste plus exhaustive, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que c'est assez précis. Il faut qu'il ait été acquis neuf ou pris en location avant le 31 décembre 2024. Donc, comme on le disait, suramortissement va entre 20 et 60% du prix du coût de... Voilà. Je vais trop vite. Donc, la déduction se fait un pourcentage de la valeur d'acquisition du véhicule en fonction du poids, selon la petite répartition qu'on trouve dans ce petit tableau. Donc, entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes, donc c'est une déduction fiscale exceptionnelle de 20%. Entre 3,5 et 16 tonnes, 60%. Et au-delà de 16 tonnes, 40%. Donc, à titre d'exemple, acquisition d'un véhicule le 1er avril 2021 pour 50 000 €, qui est amorti sur 5 ans et dont le poids total en charge est de 2,6 tonnes. Donc, la première année, on a bien une déduction de 20%, qui est de 50 000 €, étalée sur 5 ans, au prorata sur l'année 2021 de 3/4, et ce qui totalise sur les 5 ans, une déduction de 10 000 € entre 2021 et 2026. Donc, je vais redonner la parole à Blandine pour la troisième partie et les impacts futurs à prévoir dans l'organisation de vos entreprises. Nous allons donc terminer notre webinaire d'aujourd'hui avec quelques impacts futurs à prévoir dans l'organisation de vos entreprises. 2021, impact futur, bien évidemment, le Brexit. Et le Brexit va avoir des répercussions, notamment en matière de TVA. Jusqu'à présent, il s'agissait d'opérations intracommunautaires qui vont devenir, dans le cas des ventes, des opérations d'exportation, dans le cas d'achat, des opérations d'importation. Donc, dans le cas des ventes, il faut être conscient qu'il y a des formalités différentes à accomplir en fonction de s'il s'agit d'opérations intracommunautaires ou d'opérations d'exportation, notamment en termes de mention sur la facture, alors que nous sommes en autoliquidation de la TVA par le preneur dans le cas d'une opération intracommunautaire. La mention sur la facture devra être exonération de la TVA pour une opération d'exportation. Cette mention se réfère toujours au même article du CGI, à savoir le 283-2. Maintenant, en termes de formalités à effectuer, vous étiez peut-être familier des DEB et des DES, vous l'êtes d'ailleurs toujours, donc déclaration d'échange de biens ou de services qu'il faut déclarer à l'expédition pour les opérations intracommunautaires. Dans le cas d'opérations d'exportation, il faudra tout d'abord détenir un numéro EORI, dont je vais vous parler un petit peu plus tout de suite après.
et ensuite effectuer une déclaration visée par le bureau des douanes pour chaque opération, qui sera donc une déclaration delta. Attention à bien conserver, car elle est la preuve de l'exportation. Nous allons aussi réévoquer ça juste après. Petit rappel donc sur les opérations internationales, quelques étapes fondamentales à suivre pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc tout d'abord, s'assurer de bien détenir un numéro EORI, qui est indispensable pour les importations et les exportations. EORI pour Economic Operator Registration and Identification. C'est un numéro d'identification communautaire attribué au niveau de l'établissement et qui reprend donc la structure du CERET précédée des deux lettres FR pour France. Ensuite, déterminer au niveau de votre entreprise qui remplira les déclarations de douane. Est-ce que ce sera vous? Est-ce que ça sera un prestataire, donc un représentant en douane enregistré, qu'on appellera RDE également, sachant que dans tous les cas, vous restez responsable de la marchandise jusqu'à la sortie du territoire de l'Union européenne. Ensuite, vérifier donc la réglementation particulière. À l'importation, des formalités de dédouanement impliquent le paiement des droits de douane et de la TVA correspondant à l'achat, en fonction donc de la valeur et de la nature des marchandises échangées. En fonction également du type de marchandise, il pourra y avoir des formalités particulières à respecter, notamment donc pour tout ce qui est médicaments, alimentaires ou éventuellement de la conformité de produits industriels. Vérifier qui assurera le transport. Là encore, ça peut être vous, ça peut être votre prestataire RDE ou encore éventuellement le client ou le fournisseur, en fonction de s'il s'agit d'une exportation ou d'une importation. Sécuriser les exportations, donc comme je vous le disais précédemment, conserver toutes les preuves d'exportation, donc les déclarations Delta avec la mention ECS pour Export Control System, qui en cas de contrôle fiscal seront la preuve qu'il s'agit bien d'exportation et que vous êtes dans les cordes en termes de TVA. Enfin, anticiper le dédouanement des importations. Effectivement, beaucoup de flux est à venir dans le cadre du Brexit. Donc, pour accélérer les passages des marchandises en douane, il est recommandé d'anticiper donc le dédouanement et éventuellement, ça c'est pour la trésorerie de votre entreprise, de penser au report de paiement des droits de douane. Vous avez droit à un crédit d'enlèvement qui peut aller jusqu'à 30 jours. Une autre modification de taxe à prévoir à partir de 2021, donc il s'agit de la taxe sur les véhicules de tourisme et de société. Et cette modification va se faire en plusieurs étapes. Dans un premier temps, en 2021, puis encore une modification en 2022. Pour rappel, la taxe sur les véhicules de société est composée de deux composantes différentes. Une première en fonction des émissions de CO2 par kilomètre, une deuxième relative aux émissions de polluants atmosphériques, et la somme de ces deux composantes nous donne la TVS actuelle. Cette première composante, donc liée, comme on le disait, aux émissions de CO2 par kilomètre, voit un changement en fonction de l'âge du véhicule. Donc, à partir du 1er mars 2020, l'immatriculation des véhicules a un petit peu changé, donc deux grilles en fonction de la date d'immatriculation. Et il faut savoir que jusqu'à présent, donc pour les véhicules immatriculés avant 2020, ça va rester de la même manière. Cette tarification était faite par tranche tarifaire. Le barème va devenir plus précis pour les véhicules acquis à compter du 1er mars 2020 avec une tarification par gramme de CO2 émis. Parallèlement à cela, on va avoir un élargissement des exonérations, donc notamment aux véhicules qui combinent hydrogène et gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié, essence ou superéthanol. Par ailleurs aussi aux véhicules qui combinent gaz naturel ou GPL et superéthanol E85. Donc,
Vous voyez ici un extrait de ce nouveau barème, sachant qu'il ne s'agit que d'un extrait, donc vous pouvez en imaginer la longueur. Un petit exemple de calcul de cette première composante de la TVS. Donc, si nous prenons une Renault Clio de 115 chevaux qui a une émission de CO2 sur sa carte grise de 124 grammes de CO2 par kilomètre, le véhicule immatriculé au 1er avril 2020, donc post-1er mars 2020, on aura une tarification 2021 de 198 € contre, avec la grille précédente, de 558 €. En revanche, si le véhicule est immatriculé avant le 1er mars 2020, cette tarification n'évolue pas et reste de 806 grammes par kilomètre. 806 €. Si on prend un véhicule un petit peu plus gros, donc une Renault Talisman de 100 chevaux avec une émission de CO2 de 162 grammes, là aussi, la tarification évolue entre 2021 et 2020 s'il s'agit d'un véhicule immatriculé après le 1er mars 2020, passant de 1 053 € en 2020 à 1 280 € en 2021. Ici, effectivement, le tarif 2020 était plus bénéfique pour l'entreprise. Donc, globalement, on peut en déduire que généralement, les tarifs sont plus avantageux pour les véhicules à faible émission de CO2 et qui pénalisent globalement les véhicules émettant plus de 157 grammes par kilomètre. Concernant la deuxième composante de la TVS, donc elle est déterminée en fonction de l'année de première immatriculation du véhicule et en fonction de sa source d'énergie, sachant que quand il s'agit de gasoil ou assimilé, cette composante est largement supérieure. Vous pouvez voir juste en dessous. Là aussi, exonération étendue aux véhicules dont l'unique source d'énergie est l'hydrogène et ceux combinant hydrogène et électricité. Donc maintenant, si on reprenons notre Clio de 115 chevaux et calculons sa TVS globalement. La première composante, comme on l'avait évoqué, qui évolue en fonction de la date d'immatriculation. Et sa deuxième composante, fonction du type de carburant utilisé et de la date d'immatriculation. Maintenant, je vous parlais d'évolution encore en 2022. Effectivement, la TVS, comme nous la connaissons actuellement, va être remplacée par 2 taxes qui, elles, en fait, correspondent aux 2 composantes actuelles. Donc, finalement, plus un changement de nom qu'un changement réel dans les méthodes de calcul. Par ailleurs, la taxe à l'essieu, donc qui, elle, concerne les poids lourds, va également être introduite dans le CGI, alors que jusqu'à présent, elle était plutôt gérée par les douanes. Un petit point maintenant sur la taxe, toujours sur les véhicules de société, dans le cadre d'indemnités kilométriques. Donc, il faut savoir que si vous remboursez des indemnités kilométriques, vous pouvez également être amené à devoir la TVS à condition que le kilométrage effectué sur l'exercice soit supérieur à un certain, exactement à 15 000 km sur l'exercice. Au-delà de 15 000 km, une portion, disons, de la TVS due si le véhicule appartenait à la société est quand même due à la société. Donc, allant de 25 jusqu'à 100% à partir de 45 000 km. Donc, si on compare avec la taxe plein pot, donc, si je puis dire, qui est de 1 106 €, par exemple, dans cet exemple-là, si le véhicule parcourt moins de, par exemple, 25 000 km, la taxe à payer ne sera que de 277 €, soit une belle économie pour l'entreprise. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a un abattement de 15 000 € sur l'ensemble de la flotte de véhicules donnant lieu à des indemnités kilométriques, ce qui fait qu'un bon nombre de nos clients pourraient ne pas payer de taxes sur les véhicules de société en fonction de leur indemnité kilométrique. Je vais conclure cette troisième partie avec l'évocation donc de la facture électronique.
La facture électronique, il faut le savoir, est l'avenir en termes de facturation et va nous être imposée très rapidement. Donc déjà, qu'est-ce qu'une facture électronique? C'est une facture qui est créée, émise, reçue, mais également archivée sous format électronique. Par conséquent, une facture que par la suite je scanne n'est pas une facture électronique. Ces factures électroniques sont censées garantir 3 critères qui sont l'authenticité, savoir l'identité de son émetteur, l'intégrité, parce qu'il est impossible de la modifier, contrairement à une facture Excel, et enfin sa lisibilité, car elle doit être effectivement facile à comprendre. Donc, comme je vous le disais, la facture électronique a déjà été rendue obligatoire pour les marchés publics progressivement depuis 2017. Donc, depuis 2020, elle est entièrement obligatoire pour tout ce qui est marché public. Elle va le devenir également pour tout ce qui est relations B2B, donc business to business, d'ici 2023 et au plus tard 2025. En conclusion, il faut se préparer et n'hésitez pas à vous tourner vers vos éditeurs de logiciels ou éventuellement vers nous pour que nous trouvions des solutions à ces problèmes de facture. Nous vous laissons la parole si jamais vous avez quelques questions. Donc, vous l'aurez compris, les factures sous Word, Excel, votre logiciel modifiable ne sont plus d'actualité. Revenez vers nous, nous pouvons vous proposer sur Comptez-vous des solutions. Et maintenant, je vous souhaite à bientôt, une bonne journée ou une bonne soirée. Et le 9 mars, on se retrouve sur la partie qui est relative à la fiscalité des particuliers. Au revoir.